Michel Mathieu, Alexandre Denavaille, bonjour. Bonjour Blanche. Michel Mathieu, vous êtes directeur général de LCL et vous, Monsieur Denavaille, vous êtes le directeur général de Kedge Business School, une école qui accueille 15 000 étudiants à la fois en formation initiale et en formation continue. Mais vous connaissez aussi très très bien le monde de l'entreprise pour avoir effectué plus de 20 ans au sein du groupe américain Hertz. Alors ce qui vous réunit aujourd'hui tous les deux, c'est cet ouvrage, Unlock Yourself, petit traité de la volonté, qui vient de paraître aux éditions Débat Public, qui a été préfacé par Elisabeth Moreno et dont la postface est signée par Gloria d'Almeida. Alors dans ce petit ouvrage, qui fonctionne comme un espèce de dialogue entre vous deux, vous essayez en quelque sorte de réenchanter l'entreprise et à l'issue de grands bouleversements à la fois sociaux, géopolitiques, économiques de ces 3 dernières années, vous faites un peu le point, sans langue de bois, sans concession, et vous essayez de montrer à la fois ce que c'est que le leader de demain, comment est-ce que dans le monde du travail et dans l'environnement professionnel, on s'adapte aux grands changements que je viens de citer. Et c'est un dialogue qui est particulièrement fécond et stimulant. Alors peut-être première question avant de rentrer dans le détail du texte. Pourquoi est-ce que vous avez voulu écrire ce livre ensemble? En quoi est-ce que vos voix sont complémentaires? Et puis peut-être aussi, en quoi est-ce qu'elles pouvaient diverger à certains endroits? Qu'est-ce qui commence, Alexandre? Allez-y. Alors je vais commencer. Merci Michel. D'abord, c'est le fruit d'une rencontre qui s'est transformée, je l'espère en tout cas de mon côté, en amitié. Moi aussi. Bon, tant mieux. Et c'est vrai qu'on a des parcours un peu différents, Michel et moi. Michel dirige un grand groupe français. Moi, j'ai été patron d'une filiale d'un groupe américain de plus petite taille. Et finalement, de pouvoir confronter notre façon de voir le management et notre façon de gérer des boîtes, c'était extrêmement enrichissant aussi pour moi. Qui plus est aujourd'hui en tant que patron d'une école de commerce. Donc s'approprier la façon dont d'autres, qui sont des rôles modèles, peuvent gérer leurs entreprises, c'est absolument, encore une fois, enrichissant et ça me permettra peut-être de témoigner auprès de mes étudiants de la façon dont c'est fait. Oui, alors la rencontre, effectivement, ça a bien matché immédiatement entre nous. Moi, je dirige une boîte de 17 000 collaborateurs et j'en avais vraiment marre d'entendre des discours lénifiants ou de lire des articles sur « Ah, les jeunes sont des abusés, le boulot, ça les intéresse plus ». Tout ça, c'est, permettez-moi de vous le dire, mais de mon point de vue de la DOM, les jeunes, ils n'ont pas changé, ils ont toujours envie de bosser. Il faut juste avoir des projets et être dans des boîtes où le patron s'engage, écoute et où on peut construire des choses ensemble. Je veux dire, les jeunes, ils veulent plus, comment dirais-je, une organisation militaire, comme il y avait dans un certain nombre de nos entreprises. Ils veulent participer, ils veulent qu'on les écoute. Après, ils ont envie de bouger, de changer. Mais ça, c'est formidable, y compris pour nos boîtes. Très bien, alors c'est vrai qu'on a à peu près tout dit et souvent son contraire sur le travail ces 3 dernières années. La grande démission, le quiet quitting, la quête de sens, et pas uniquement sur les jeunes d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est toute la population salariée qui a été un petit peu enfermée dans un certain nombre de stéréotypes et de préjugés. Vous, très concrètement, comment est-ce que vous avez perçu les évolutions de ces 3 dernières années? Est-ce que tout ça, c'est uniquement du fantasme ou est-ce qu'il y a quand même eu des évolutions qui vous paraissent intéressantes et que vous décrivez dans ce livre? Alors, peut-être, je vais répondre le premier cette fois-ci. Je pense que la période de Covid a fait poser beaucoup de questions à beaucoup de personnes, pas qu'aux jeunes d'ailleurs, hein. Bon, voilà, télétravail, etc. Mais c'est des choses qui me paraissent tout à fait naturelles. Mais je crois que dans le fond, les jeunes, ils ont autant envie, sinon plus, d'être investis aujourd'hui qu'hier. Sauf que ce n'est pas tout à fait les mêmes investissements. Ils veulent de la RSE, ils veulent qu'on s'occupe de la planète, ils veulent qu'on leur parle d'un certain nombre de sujets dont on ne parlait absolument pas il y a encore 5, 6 ans, 7 ans. Voilà. Donc ils veulent d'autres choses, voilà, mais ils sont toujours mobilisés et motivés, à condition d'avoir un projet. Ouais. Et vous, ces jeunes, vous les connaissez d'autant mieux que vous les côtoyez tous les jours à Kedge. Comment est-ce que vous percevez, avant même leur entrée sur le marché du travail, leur rapport au travail et les évolutions récentes? Je pense que si les jeunes continuent à faire des études, c'est bien qu'ils veulent aboutir à quelque chose. En tout cas, ils veulent se lancer et faire... Alors non plus, on ne fait plus une carrière comme on le faisait au sens où on l'entendait avant. Michel, tu as travaillé pendant très longtemps dans le groupe agricole. 40 ans. LCL. Moi, j'ai travaillé pendant 23 ans chez Hertz avant de rejoindre Kedge. Donc on est peut-être 2 faux exemples de ce qui se passe aujourd'hui. Néanmoins, les jeunes, ils veulent travailler et puis ils veulent faire l'expérience d'eux-mêmes. Qu'ils le fassent en butinant un petit peu, j'utilise souvent cette expression, en passant d'un job à l'autre, à la limite, c'est pas grave, ça démontre le dynamisme du marché du travail, ça démontre leur propre dynamisme. Ce qui est important, c'est qu'ils en aient l'envie, qu'ils en aient la volonté, on en parlera, un petit traité de la volonté. Moi, il y a un terme qui me chagrine un petit peu en ce moment, c'est cette idée de quête de sens. Et je le dis souvent aux jeunes, c'est
Ne soyez pas en quête de sens, allez le chercher. Créez le sens. Créez-le. Soyez vous-même acteur de ce sens que vous voulez donner à votre vie et en particulier à votre vie professionnelle. Et ne pas attendre. Ne pas attendre que tout tombe tout cru, comme si on était extrêmement passif. Ce qui est pire pour un jeune, je pense, pour un jeune leader, pour un jeune manager, c'est d'être passif. Et donc, extrêmement proactif quant à sa carrière, quant à ses envies professionnelles, de façon à ce que ce sens, finalement, on le trouve plutôt qu'on nous ne le donne. Et alors derrière cette idée de quête de sens, il y a souvent aussi les préoccupations environnementales notamment. Comment est-ce que cette dimension-là, vous l'intégrez aujourd'hui à la fois dans la formation des jeunes et puis ensuite dans le monde du travail? De mon point de vue, en tout cas dans l'entreprise que je dirige, c'est extrêmement important et c'est un point que les jeunes, dont on ne parlait pas, je vous l'ai dit il y a quelques années, qui aujourd'hui est très important pour eux. Moi je me souviens d'une grande réunion, j'avais réuni 2000 cadres à la Porte-Maillot, avant qu'il y ait tous ces travaux, et je leur avais dit, voilà, tous les décors, tout ce que nous avons fait, on avait fait une mise en scène assez pas mal, sont recyclables, on va tout donner. Ils se sont tous levés, ils ont applaudi à tout rompre. Alors c'est un petit exemple de l'attachement qu'ils ont aujourd'hui à la manière dont l'entreprise se comporte. On a nous-mêmes fait valider par notre conseil d'administration une stratégie RSE, une stratégie de décarbonation de notre propre entreprise, parce que nous demandons maintenant nous-mêmes à nos clients de nous prouver qu'ils sont décarbonés. Nos entreprises, dans les financements que nous faisons à nos entreprises, il y a un prix de la décarbonation qui est inclus dans les taux d'intérêt pour pousser les entreprises à aller dans le sens de la modernité, de la décarbonation et de la planète. Il y a une réalité auquel on fait face et dont on ne peut pas faire abstraction. Et je crois qu'il faut arrêter de créer des directions de la RSE, il faut que la RSE soit diffusée au sein des entreprises, mais dans toutes les fonctions, et que tout le monde s'approprie réellement ces sujets. Derrière la RSE, il y a l'environnement, tu parlais de l'environnement, il y a aussi le côté social et sociétal, la diversité, l'inclusion. Pour ce qui concerne les écoles de commerce, comme la mienne, on forme des cadres, on forme des futurs leaders de demain, on diffuse les sujets de RSE, de transition sociale et environnementale au sein de tous les programmes. C'est un des challenges auxquels on fait face en ce moment, et on est en train de transformer tous nos programmes de façon à ce que, quand on apprend la supply chain, on apprend la supply chain durable. Quand on apprend la macroéconomie, on apprend la macroéconomie écologique. En tout cas, c'est ce qu'on fait à Kedge, avec une idée, c'est de former des leaders qui demain seront ceux qui bousculeront au sein même de leurs entreprises le management, peut-être même le CFO et le CEO, pour dire telle ou telle décision, elle est peut-être très profitable à l'entreprise, mais en fait elle est complètement contraire à ce qu'on devrait faire. Et c'est vraiment ce que l'on veut, des leaders qui ont de l'impact et qui créeront de l'impact, et qui auront toujours en tête cette idée qu'on doit trouver le bon équilibre entre la santé financière, le retour auprès des actionnaires, l'engagement des collaborateurs, la satisfaction des étudiants et aussi la protection de l'environnement et la diversité. Alors vous avez dit que ce leadership, il est en quelque sorte intemporel, mais est-ce qu'il a des spécificités françaises? Alors vous côtoyez des étudiants français, mais j'imagine aussi beaucoup d'étudiants internationaux. Vous avez fait une grande partie de votre carrière dans un groupe américain. Vous connaissez très très bien, et notamment en local, les spécificités du marché du travail français. Est-ce qu'il y a un leadership à la française ou est-ce qu'il faut en créer un? Je pense qu'il y a une façon de gérer. Alors, est-ce que c'est un leadership? Je pense que c'est plutôt une façon de gérer qui nécessite peut-être plus de temps, plus de consensus, plus de discussion. Avant de prendre une décision en France, on discute longtemps. Voilà. Et souvent, on fixe des réunions qui débordent, et puis on n'a pas conclu, et donc il faut refaire une nouvelle réunion. Il y a une façon de gérer à l'anglo-saxonne qui est un peu différente. Il y a une façon peut-être un peu plus détachée de gérer quand on est en Angleterre, par exemple, avec un tout petit peu plus, une façon plus relaxe d'envisager les sujets, qu'ils soient des complications ou pas d'ailleurs. Et puis il y a une façon d'exécuter différente. Aux US, quand on prend une décision, on y va. On ne tergiverse pas, la décision elle est prise, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on exécute et tout le monde se met en marche pour exécuter. C'est un peu la même chose d'ailleurs en Asie, d'une certaine façon, en Chine je trouve. Donc il y a des façons différentes de gérer, il y a des façons différentes de manager, il y a des façons différentes de penser les sujets. Je pense qu'on est plus créatif, on pense plus en France. On est peut-être un tout petit peu moins bon et moins efficace au moment d'exécuter, même si in fine on y arrive. Et on n'est pas la 6e puissance mondiale aujourd'hui, on n'a pas été leader pendant toutes ces années s'il n'y avait pas un front quand même assez puissant dans notre façon de faire les choses en France. C'est juste différent. Et ce qui est très enrichissant quand on côtoie justement des façons différentes d'envisager les choses, c'est de s'en nourrir et de pouvoir rapporter peut-être
ici et là, en fonction de où on est dans sa carrière, des façons de gérer différemment. Alors, moi, je vois les choses peut-être un petit peu différemment, puisque vous savez que je m'occupe aussi du développement international pour des banques de détail pour le groupe Crédit Agricole. C'est sûr que la culture d'entreprise est quand même un facteur extrêmement important. Vous ne faites pas travailler des Polonais comme des Français, comme des Marocains, comme des Égyptiens ou comme des Ukrainiens. Voilà. Il y a une culture d'entreprise. Je ne crois pas, le leadership, ça existe en fonction de la culture d'entreprise aussi. Le leadership en France, ce n'est pas la même chose que le leadership aux États-Unis, ce n'est pas la même chose que le leadership en Pologne. Voilà. Donc la culture d'entreprise, c'est extrêmement important. Donc je ne suis pas sûr que même le mot leadership soit adapté. Quand vous travaillez avec des Japonais, vous ne travaillez pas de la même manière avec des Japonais qu'avec des Polonais. Voilà. Donc, voilà. Le leadership, c'est l'adaptation à la culture de l'entreprise et à la manière dont les gens fonctionnent. Faire travailler des cadres polonais, ça n'a strictement rien à voir avec le fait de faire travailler des cadres français. Ce qui est d'ailleurs ce qu'on essaie de faire dans les écoles de commerce. Je parlais du fait qu'on avait 25% d'étudiants internationaux chez nous, les écoles de commerce en ont plus. Et c'est essentiel, on a 50% de nos profs qui sont internationaux. C'est justement cette idée de pouvoir faire en sorte que ces jeunes s'adaptent demain. Ce mot est absolument fondamental. Pour moi, c'est d'ailleurs l'essence même de l'intelligence, c'est d'être capable de s'adapter à toute situation, mais même en restant en France. Je veux dire, quand on est patron d'un réseau comme LCL et que Mathieu il rentre dans une agence de son réseau, il doit être capable d'avoir 1 heure de discussion, de visite de l'agence avec le chef d'agence et de serrer la main de tous les guichetiers et des personnes qui sont dans le comptoir, en même temps que l'après-midi, il aura un rendez-vous à Bercy avec Bruno Le Maire. Et cette adaptation dans le temps, rapide, efficace, c'est vraiment la clé, je pense, une des clés en tout cas, pour devenir un bon leader. Je suis d'accord avec ça. Alors pour conclure, est-ce que vous pourriez l'un et l'autre donner un conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne à l'âge d'un étudiant de Kedge qui sort et qui est diplômé pour aller précisément dans cette dynamique du leadership et de la volonté que vous appelez Je veux bien conclure, je vais être très court. Prends-toi en charge, tout est possible. C'est tout. Ouais, alors moi je dirais plutôt, enfin je suis d'accord avec toi, mais je dirais aussi amuse-toi. Je pense qu'on ne peut pas vivre sa vie professionnelle, et je parle de la vie professionnelle, pleinement si on ne s'y amuse pas. Ou en tout cas à s'amuser au sens s'y développer, s'y prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. Voilà. Et je pense que celui qui voit sa vie professionnelle comme une tannée, il n'y arrivera pas. Ah voilà. Penser à 50 ans à sa retraite, c'est juste impensable pour moi. Ben écoutez, merci infiniment pour cette leçon d'optimisme. Je rappelle que Michel Mathieu et Alexandre Denavaille, vous êtes les deux co-auteurs de cet ouvrage Unlock Yourself, petit traité de la volonté qui vient de paraître aux éditions Débat Public. Merci à tous les deux. Merci à vous, Blanche. Merci Michel. Merci Alexandre.